Bonjour à toutes et à tous, chers amateurs et tristes de bande dessinée. Nous allons vous proposer cette année des bonus à Casabule et au Petit Casabule avec des entretiens avec des auteurs et illustrateurs illustres de la bande dessinée. Et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir recevoir dans Casabule l'entretien un homme qui est souvent présenté comme le père du roman graphique britannique et qui s'est intéressé tout au long de sa carrière à des thèmes prolifiquement différents, tour d'horizon non exhaustif de ses œuvres. Je peux citer entre autres les aventures de Luther Arkwright, une œuvre de science-fiction fantastique d'espionnage et d'aventure, une sorte de Prométhée des temps modernes, ou encore l'histoire d'un vilain rat en 92, inspiré des contes de Beatrix Potter, qui aborde entre autres les thèmes des violences psychologiques et sexuelles sur les enfants, ou encore avec son épouse, une biographie époustouflante de Louise Michel la Vierge Rouge, une grande héroïne du 19e siècle française, combattante politique, avant l'heure, mais cet auteur nous éblouit surtout avec sa célèbre série polar zoomorphe Grandville qui se déroule dans un contexte uchronique et steampunk original. Et avec lui, nous allons aussi nous intéresser à son dernier album, Les Carnets de Stamford Hawksmoor, une histoire Sherlock Holmesque sur le mentor de l'inspecteur Archibald Lebrock de Grandville. J'ai le plaisir et le grand honneur d'accueillir ici Brian Talbot. Bonjour Brian Talbot. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien. Oui, c'est un honneur. C'est un honneur pour nous. Pour commencer, j'ai envie que vous présentiez. Comment vous présentez-vous? Écrivain et dessinateur de la bande dessinée depuis 60 ans. Oui. Maintenant. Oui, cette année, c'est 60 ans. Et d'abord, je voudrais m'excuser pour mon français. C'était très nul. Non, il n'est pas très Oui. nul, votre français. Oh. Vous allez le découvrir. Vous êtes aujourd'hui à la librairie pour une séance de dédicace. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait de rencontrer vos lecteurs? C'était un grand plaisir pour moi pour recevoir le feedback parce que tous les jours, je suis seul dans mon atelier Oui. et je vois personne. Et quelquefois, j'ai fait ces livres. Je n'ai aucune idée de ce qu'on a la pensée, ce qu'on va la penser. Vous avez eu des lecteurs qui vous ont surpris par rapport à ce qu'ils ont pensé de vos livres? Des réflexions que vous n'aviez pas sur vos livres et qui y ont trouvé quelque chose dedans auquel vous n'aviez pas pensé? Oui, tout le temps. Par exemple, vous avez un exemple en tête? Je ne sais pas, mais les gens font les liens entre des choses. Oui. Et ils mettent 2 et 2 fait 5, quelquefois. Comment vous êtes venu à faire de la bande dessinée, à décider d'en faire votre métier? C'était un accident. C'était un accident? J'ai toujours lu depuis l'âge de 4 ans la bande dessinée. Oui. Mais j'ai fait l'art au collège pour j'ai étudié l'art. Oui. Mais je n'ai jamais pensé que je pourrais être à l'habilité de faire gagner la vie par le faire. Après, j'ai fini mon éducation en graphic design, design graphique. Oui. J'étais au chômage pour 2 ans. Et alors j'ai fait c'est le temps de la bande dessinée en Angleterre et les États-Unis. Oui. Bande dessinée on s'appelle underground. Oui. Les comics de la contre-culture. Oui. Et j'ai essayé de trouver l'emploi, rien. Pas même de éboueur. D'accord. Oui, Rien. non. Je pensais que je fais une bande dessinée. Parce que j'ai toujours fait la bande dessinée comme enfant toute ma vie. Et j'ai fait une bande dessinée underground. Et un homme m'a publié. Oui. Et j'ai commencé à travailler dans les mondes de bande dessinée underground Ouais. pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Mais c'est mal payé. Et pendant ce temps, j'ai trouvé un emploi, mais le soir et le week-end, je continuais de faire le dessin, bande dessinée.
Et après 5 ans, on m'a demandé on veut payer pour... Pour que vous fassiez de la bande Oui, dessinée. oui. C'était un rêve à ce moment-là. Oui. Avant de venir à vos œuvres, vous avez un rapport très particulier avec la France, grande ville, c'est Paris, on le sait. Qu'est-ce qui vous plaît chez nous et qu'est-ce qui vous déplaît chez nous? Je n'aime pas un peu de chauvinisme qui C'est vrai. s'adresse maintenant, de temps en temps. Mais non, j'aime beaucoup la France. C'était dans... Je n'ai jamais apprendre le français. En 1875, Oui. j'étais à Londres dans une librairie de bande dessinée et science-fiction. Oui. Et j'ai découvert le premier numéro de Métal Lelon. Oui. Ouais. Et c'était fait pour moi. D'accord, oui. Oui, je l'adore. Avec des auteurs illustres français comme Oui, Moebius. Moebius, oui. Et ça m'a fait découvrir le monde de la bande dessinée franco-belge. Oui. Et j'ai acheté À suivre, Anana, choses comme ça. Oui. J'ai lu pour les images. Oui, parce Je ne comprends pas un seul mot. Alors j'ai commencé très lentement à parler français. grâce à Métal Hurlant. Oui. Grâce oui. à ces magazines qui étaient distribués déjà en Angleterre. Oui. D'accord. On va revenir au commencement de votre succès de bande dessinée. Je sais que Laurent Lerner, votre éditeur chez Delirium, va rééditer les 3 tomes de Luther Arkwright. Oui. Vous avez réalisé cette série au début, vous aviez une vingtaine d'années. Parlez-nous un peu de la création de cette bande dessinée. C'était très novateur à l'époque. Oui, parce que tous les livres d'aventure des États-Unis, Angleterre, étaient faits pour les jeunes garçons, les garçons de 12 ans, 14 ans. Mais j'ai lirai les Métal Hurlant et les choses comme Oui. ça, et les underground américains. Et je voudrais faire ce qu'on appelle maintenant un roman graphique. Oui. Le nom n'existait pas à cette époque. Alors j'ai commencé à penser à cette grande histoire pour adultes, avec les violences, le sexe, mais aussi la philosophie, la religion. Les choses que les adultes veulent lire. Veut lire, oui. Ouais. Une aventure de science-fiction intelligente Oui. pour les adultes. Et il a commencé à être publié dans le même mois que A Contract with God a été publié aux États-Unis, Oui. qui on s'appelle le first graphic novel. Alors que ce soit d'ailleurs dans Luther Arkwright, dans Louise Michel ou même dans Granville, vous abordez des termes très politiques, mais au sens noble du terme. Oui. C'est quelque chose à laquelle vous réfléchissez avant de créer une histoire, ou ça vient au fur et à mesure de l'histoire, cette dimension politique que vous amenez dans vos albums? Oui, je ne pense pas de moi-même comme un écrivain politique, mais chaque écrivain est influencé par son idéologie personnelle. Oui. Oui. Alors, je crois que c'était intéressant pour les lecteurs. Je voudrais simplement écrire des histoires que les lecteurs auront plaisir à lire. Oui. Oui, c'est ça, simplement ça. Ce qui m'épate chez vous, c'est votre manière d'écrire des histoires totalement différentes, des univers totalement différents, de pouvoir aller d'un univers à l'autre. Un livre qui m'a beaucoup touché, qui a été édité justement par Delirium, réédité par Delirium, c'est l'histoire d'un vilain rat. Oui. Pourquoi avoir abordé ce thème
de la violence envers les enfants, psychologique, sexuelle. C'est un thème très dur et j'ai lu que ce livre était utilisé comme ressource éducative Oui. dans des écoles et des centres de victimes pour expliquer ça. C'est une fierté pour vous? Oui, 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 tout à fait, oui. Oui, je n'ai jamais avoir l'intention d'aborder ce sujet. Oui, D'abord, je voudrais, j'ai voulu créer une histoire où la mise en scène, c'est la région du lac oui, d'Angleterre, oui. un endroit que j'adore, toute ma vie. Un endroit qui a inspiré beaucoup d'auteurs britanniques. Oui, 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 Wordsworth. Je n'ai aucune idée comment aborder cette projet. Alors j'ai découvert, un jour, j'ai découvert le travail, l'œuvre de Beatrix Potter. Oui. Nous avons visité la maison de Beatrix Potter, Oui. c'est toujours là. J'ai pensé, Beatrix Potter, elle a fait des histoires en utilisant les mots et les images ensemble, comme moi. Oui, Alors, j'ai commencé je n'ai jamais lu Beatrix Potter comme enfant. Alors, j'ai commencé à lire les livres au sujet de la vie de Beatrix Potter. oui. J'ai lu l'art de Beatrix Potter, des choses comme ça. J'ai lu 13, 40, 14. Mais ce n'est pas une... Je pense qu'il ne fait pas une bande dessinée intéressante. Alors, un jour, j'étais au métro à Londres et j'ai vu une jeune femme qui a fait la manche dans le quai, Dans le métro, ouais. dans le voile, le quai. Oui. Elle était très timide, vraiment timide, elle, comme ça. Et j'ai commencé à penser à Beatrix Potter, qui était à cet âge vraiment tellement timide, Oui, extrêmement. Et j'ai commencé à penser que peut-être cette fille a un lien avec Beatrix Potter qu'il va amener aux régions de lac. d'accord. Alors j'ai pensé que pourquoi elle était son domicile fixe, éviter la violence sexuelle par son père. C'est facile comme ça. Et après ça, j'ai fait la recherche au sujet. Et je me dis, c'est un sujet trop important Oui, pour être une MacGuffin, une raison pour laquelle elle fuit chez elle. oui. C'est un très beau, très très beau livre, très en avance sur son temps parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup maintenant dans les médias, mais à l'époque où vous l'avez sorti, c'est vrai que c'était très innovant de votre part de le sortir. Oui. Et à ce moment-là, il était très peu de livres sur le sujet comme ça. Il est Mouse par Art Spiegelman, qu'il a apparu quelques années, 6 années, Après, je crois, non plus tard. oui. On va continuer à avancer dans le temps avec vos œuvres. Alors j'en ai repéré seulement quelques-unes qui nous intéressent. Je voudrais que vous nous parliez de pourquoi, avec votre épouse, vous vous êtes intéressé à Louise Michel, la Vierge Rouge. Pourquoi cette ouvrière française vous a inspiré pour en faire cette biographie que vous avez faite avec votre épouse? Parce qu'elle était formidable, une femme formidable, très courageuse, à l'esprit vif, affûté. Et c'était bizarre parce que Mary était en train de chercher un sujet pour son prochain livre. De nulle part est arrivé cet livre par la poste. D'accord. Oui. J'ai lu. Il s'appelle The World That Never Was. C'est un livre académique Oui. au sujet de les origines de le mouvement anarchiste
Oui, Et j'ai lu et j'ai découvert Louise Michel dans les pages de ce livre. Et j'ai dit à Mary, oh, lisez ça, lisez ça. Lisa, c'est une femme époustouflante. incroyable. Oui, Oui, une force oui, de elle. caractère. Tout à fait. On va commencer à parler de Granville. Comment vous est venue l'envie d'écrire cette uchronie animalière steampunk? Et en France. Parce que c'est vrai que c'est rigolo quand même pour un Britannique de se dire Napoléon a battu tout le monde Mm. et même les Britanniques sont sous le joug de Napoléon. Oui. Et c'est quand même fou, moi j'ai trouvé. Comment ça vous est venu cette histoire avec Archie Le Broc, cet inspecteur de Scotland Yard? Parce que j'ai été inspiré par le dessinateur français, Jean-Jacques Granville? oui, Jean-Ignace Isidore Gérard, qui a utilisé le surnom G.G. Oui. Granville. J'avais eu ce livre depuis 30 ans, je crois. Un jour, je le regarde et je me dis, oh, Granville, c'est peut-être le surnom de Paris dans un monde où il est la plus grande ville du monde. Oui. Je me dis, pourquoi? Comment il est devenu le plus grand? Parce que c'est le centre d'un grand empire français. Comment ça se passe? Comment ça se passe-t-il? Et je me dis, parce que Napoléon a gagné les guerres. C'est simple. Oui, son empire s'est étendu à toute l'Europe Oui, et le monde. Oui, le monde. et au monde. L'idée d'utiliser des personnages animaliers, Oui, c'est de Grandville. c'est Granville aussi. Oui, oui, On va- il fait le dessin avec les animaux anthropomorphiques. Comme les fables de La Fontaine qu'il a illustrées, Oui, ou oui. les voyages de Gulliver, il a fait de belles illustrations sur ces choses-là, ouais. Mais il y a seulement 2 ans, je crois, que j'ai entendu que le tout premier livre de Uchronie dans le monde, c'était il est écrit par un Français Oui. qui s'appelle, je crois, Geoffroy, je crois. Et le livre s'appelle Napoléon ou la conquête du monde. Et c'est une fantasy où Napoléon a conquis le monde. Oui. Et ça vous est venu comme ça. Alors venons-en maintenant à votre dernier album qui raconte l'histoire de Stamford Oxmoor, qui est le mentor, l'inspecteur qui est le mentor de Granville. Vous avez travaillé avec un dessin totalement différent. On sait que sur Granville, vous avez utilisé l'informatique pour coloriser vos planches. Oui. On est dans un univers steampunk. Le dessin là est vraiment magnifique. Tout est fait à la main, en lavis sépia. Une ambiance très victorienne. Mm. C'est une volonté affirmée de laisser le caractère steampunk de Granville, Oui, d'arrêter et de garder ça. Ça se passe 20-25 ans avant Granville, hein, cette Oui. histoire. j'ai voulu toute une différente atmosphère pour ce livre. C'est un type différent d'histoire aussi. C'est un peu plus sérieux, Oui, un peu plus triste, oui. mais c'est une aventure détective. Un bel hommage à Sherlock Holmes, Ouais, bien sûr, de ouais, Conan ouais, ouais. Doyle, avec les Carrément. initiales SH de Oui, votre personnage. Carrément. Qu'est-ce qui vous a apporté Sherlock Holmes, vous, Conan Doyle, dans votre pensée, dans votre univers? Parce qu'on le retrouve dans Granville, bien sûr, on le retrouve dans cet album-là. C'est une grande influence sur moi. J'ai découvert Sherlock Holmes quand j'avais 5 ans, D'accord. parce que ma mère suis de la classe ouvrière. Mon père était aux usines Oui. tout le temps. Et ma mère travaille aussi. Alors, il a une toute petite télévision, comme ça, une télé, Oui. comme ça. Et ça c'était mon babysitter. D'accord. Et
Moi, j'ai resté dans la salle de séjour et j'ai regardé la télé. J'ai joué avec mes jouettes. Je vais vous montrer quelque chose d'ailleurs à ce propos. Et j'ai découvert le film. C'est ça, vous avez découvert. Ah, oui. C'est comme ça que vous avez découvert Sherlock Holmes. Oui, avec oui, le film de Basil Rathbone. Avec oui, Oui, les films de Basil Rathbone. oui, c'est ça. Et j'adore Nigel Bruce comme Dr. Watson. Il est comme un oncle favori pour moi. Oui, pour vous. Oui. Alors, votre personnage de Stamford Hawksmoor, c'est un personnage complexe, très multiple. Oui, il n'est pas exactement comme Sherlock Holmes. Non, il n'est pas comme Sherlock Holmes. C'est un père aussi. C'est un amant Oui. aussi. C'est Oui, des choses oui. qu'on ne voit pas du tout dans Sherlock Oui, Holmes, oui, oui, oui. avec des failles. Et son fils Qui le déteste. déteste. Oui, il le déteste. Il essaye de se rapprocher de son fils. Tout cet univers de personnages que vous créez, auxquels on s'attache encore presque plus qu'à Sherlock Holmes, parce que malgré son caractère animalier, c'est ce qui le fait se rapprocher le plus de nous, en fait, du caractère humain. Oui, oui. Il est un grand détective, mais il a, Oui. le côté humain, très humain. Qui a des blessures. Oui. Et c'est aussi en ça que ça le fait être un grand détective. Peut-être, oui, oui. Oui. Oui, tous les grands célèbres détectives il bu trop, ou il était toximane, Oui. quelque chose comme ça. Mais, On est sous l'occupation française. Au début, c'est très politiquement satirique. Vous avez fait une description minutieuse de Londres de la fin du 19e, avec des milieux sociaux qui s'affrontent, avec des violences, des ambiances dignes des meilleurs films noirs, hein, des personnages là aussi dignes des polars des années 40. Comment vous procédez pour construire tout cet univers avec toutes ces références que vous pouvez mettre dedans? je pense beaucoup de les histoires avant. Il y a des accents de Brexit aussi, hein, oui. que je repère. Il y a une teintée de la tristesse de Brexit, Oui. cet livre. Parce que la France est partie d'Angleterre. Le Brexit qui a été voté sur des mensonges, hein, Oui. surtout de cet homme politique d'extrême droite, hein, qui a même avoué après qu'il avait totalement menti, mais ça n'a pas changé le vote. Oui, c'était un désastre. Oui. Qu'est-ce que vous pensez justement de la montée en Angleterre, en France, en Europe, du nationalisme? Est-ce que vous avez un cœur très social, totalement à l'inverse de ça? Vous traitez ça de façon très subtile dans vos livres. Ça vous fait peur, ça, la montée du populisme? Oui, c'est vrai, parce que c'est comme l'allemand dans les années 30. Oui. C'est tout à fait comme ça. J'ai peur qu'il ne revient à l'arrière. On va repartir sur quelque chose d'un peu plus joyeux pour finir cet entretien. Vos albums fourmillent de références. On le voit à la fin. En plus, vous faites dans la postface un glossaire de toutes les références que vous pouvez mettre dans vos albums. Des hommages aussi à des gens que vous adorez. Je vais vous citer quelques noms et vous allez me dire ce que vous pensez d'eux. On va commencer par des illustrateurs tout d'abord. Si je vous dis Sidney Paget. Oui, c'est un des illustrateurs originaux de Sherlock Holmes. Oui. Quand il a été serialisé Oui. dans les journaux The Strand magazine. Oui. C'est quelqu'un qui vous a influencé beaucoup? Oui, je crois. Un peu. Je sais pas. Un peu? C'est impossible parce que j'ai beaucoup d'influence. J'ai inspiré par les films de Nick Rogue. Oui. Et Coppola, Francis Ford Coppola. Oui. Et Sergio Leone. Beaucoup. Par Sergio Leone. Oui, il a... Avec ce western spaghetti, avec oui. ces très gros plans sur les yeux, ces choses qui étaient totalement différentes, décalées à l'époque. Il était un vrai maître de la composition de les images. Comme Sam Peckinpah, dans la façon de monter ses plans. Peckinpah aussi, et il était un grand influence Arkwright. Votre bande dessinée me fait aussi penser, dans la réalisation, à des réalisateurs comme Quentin Tarantino, aussi. Ou Tarantino, oui. Et puis, alors il y a un hommage aussi dans cet album à Jean-Pierre Jeunet, réalisateur français. Oui, Jeunet. Ouais. Oui. J'adore le film de Jeunet. La Cité des Enfants Perdus. Au moins, c'est premier. C'est le premier, oui.
oui. Delicatessen, Delicatessen, c'est des enfants un peu du Amélie, j'aime beaucoup. C'est un univers qui vous parle, Genet, parce que c'est très fou, très foutraque même. L'univers de Genet, c'est très décalé. C'est intéressant visuellement, au niveau de visuel. Qu'est-ce qui vous plaît dans le visuel de chez Genet? Qu'est-ce que vous en retenez? Ils sont très riches. Il y a beaucoup de pensées de chaque scène. Un peu comme Ridley Scott avec Blade Runner. Oui. Et ce film. Il a pris beaucoup de temps pour penser en détail sur cette scène. J'aime ça. En bande dessinée, c'était très important de mener l'œil envers les cases. Ce que j'adore dans vos cases, c'est qu'on peut vraiment se poser pour aller chercher le détail. C'est très fourni, c'est très plaisant de lire vos bandes dessinées. Enfin, j'ai envie de vous dire, la bande dessinée, c'est aussi de la musique. Oui. Parce que quand on la lit, on a cette petite musique qui peut nous venir en tête. Qu'est-ce que vous écoutez, Brian Talbot, comme musique? Oh, beaucoup de choses. Beaucoup. Des choses très différentes? Oui, des choses différentes, les choses classiques, beaucoup de musique classique. J'adore Satie, la musique pop, rock, Talking Heads. J'aime beaucoup Talking Heads. Vous écoutez de la musique en dessinant? Non, Non? parce qu'il faut, quand je fais les dessins avec le crayon, Oui. j'ai besoin de la concentration. Donc de Pendant silence je fais pour... ça. Oui, Ouais. oui. Mais quand je fais l'encre, l'étape de l'encre l'ancrage. ou de coloration, Oui. c'est possible d'écouter quelque chose, mais j'ai tendance de écouter les pièces au radio, les pièces de théâtre, Oui. Ah oui. et les histoires. Ben, on a terminé cet entretien. Je vous remercie infiniment, Merci. Brian Talbot, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour un nouvel entretien avec un nouvel auteur très bientôt. Au revoir à tous.